Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. J'avais envie de commencer cette émission en disant je sens l'odeur de détournement. Ça, je ne sais pas, mais on en saura un peu plus dans le cadre de cette émission parce qu'on va parler du programme 145 territoires sur fond de ce rapport publié le 16 mai dernier par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREF-DL. Autour de ce programme, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il y a eu dépassement? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Est-ce que les choses se sont faites dans les normes ou sont en train de se faire dans les normes? On parle de ce programme cher au président de la République. On évalue ce programme cher au président de la République avec le coordonnateur de CREF-DEL qui s'appelle Monsieur Valérie Madianga. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je vous disais, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Effectivement, parce que ce que nous allons dire, ce sont des faits qui sont vrais et vérifiables. Vous publiez un rapport intitulé 72 millions de dollars du FMI, opportunités de développement ou enrichissement illicite. Le rapport, déjà l'intitulé, il est choc. On penche vers le développement ou ça tend vers un enrichissement illicite? Oui, madame, c'est une très belle question parce que nous sommes allés sur le terrain pour vérifier. Pour vérifier, pourquoi? Parce que le gouvernement a élaboré un programme ambitieux. C'est un programme que tous nous avons apprécié, le programme de développement local de 145 territoires. Alors, pour financer ce programme, le gouvernement a obtenu du FMI, ça veut dire que du Fonds monétaire international, d'abord, c'est autour de 715 millions de dollars qui devraient, en principe, servir à financer ces infrastructures-là. Et pour ça, il y a le premier volet qui est le plus important, qui avait été déjà lancé en 2022, qui était censé être financé autour de 511 millions de dollars. Et de là, au cours de la trajectoire jusqu'à aujourd'hui, nous avons regardé tous les documents nécessaires, notamment le rapport du ministère des Finances, du budget, le montant qui a été utilisé jusque-là. On arrête, ils auront la réponse à la fin de cette émission. Oui. En tout cas, cette question reviendra à la fin. Mais on revient d'abord sur votre structure, CREF-DEL. Parlez-nous de cette structure, ça date de quand? Oui, CREF-DEL date en principe de 2017 parce qu'on a tous les documents, c'est de 2017, mais nous l'avons redynamisé parce qu'il fallait avoir le F90, d'autres autorisations en 2021. C'est en 2021 que nous avons relancé CREF-DEL parce que nous-mêmes, nous avons été formés par l'État congolais. Ça, je suis toujours fier de le dire. Nous avons été formés par l'État congolais en 2015-2014 à travers le programme Profit Congo qui est piloté par les COREF, à travers le ministère des Finances. Et ces programmes visaient à renforcer les capacités de la société civile pour que celle-ci puisse également interagir avec les organismes étatiques dans le cadre de l'élaboration du budget, mais aussi regarder comment est-ce que les fonds publics sont utilisés. Donc, c'est dans ces cadres-là, au moins, c'est ce mouvement qui a fait en sorte que CREF-DEL puisse avoir également les jours. C'est quoi la différence entre CREF-DEL et ODEP? Non, mais ODEP, c'est comme je te disais en coulisses, l'ODEP est la mère de CREF-DEL parce que moi-même, je suis un produit de l'ODEP. Nous avons commencé à ODEP avec le prof Mouteba, qui est notre papa, qui est un encadreur avec qui nous continuons à interagir ensemble, nous travaillons ensemble, parce que là, CREF-DEL regarde plus les fonds qu'on utilise au niveau des provinces. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est quoi la différence entre l'ODEP et CREF-DEL? Oui, on a voulu un peu avec CREF-DEL regarder au moins les investissements publics qui vont vers les provinces, parce que si vous regardez la loi des finances, au moins la majorité des fonds on décaisse pour aller mettre en œuvre des projets à travers les territoires, à travers les ETD, à travers les villes, ainsi de suite. Alors, il fallait quand même qu'il y ait des gens qui regardent tout ce qui se passe en province, parce qu'avec ODEP, on a beaucoup travaillé au niveau de Kinshasa, on a regardé les institutions, comment ça fonctionne, on a regardé également la clé des répartitions budgétaires, on a regardé les agrégats, qu'est-ce qu'on alloue à la santé, à l'éducation, ainsi de suite. On a beaucoup travaillé sur ça. Mais il fallait aussi regarder, lorsqu'on dit que nous allons construire des écoles en province, on va construire des hôpitaux en province, mais il faut aller vérifier si le gouvernement dit nous avons
décaissé 5 millions de dollars. Est-ce que les 5 millions de dollars sont arrivés? Apparemment, les gens, en tout cas la population, est très peu regardante par rapport à ce qui se passe en province, et ça permet ou ça facilite aussi des détournements, on peut dire ça. Effectivement, parce qu'en province, vous avez Tilé-Gelou, vous avez 145 territoires, vous avez aujourd'hui, on appelle encore un projet sur quel est le programme avec la Banque mondiale qui investit beaucoup d'argent dans le cadre des équipements des centres de santé, mais aussi des hôpitaux en province. Vous avez des programmes de gouverneurs qui sont exécutés au niveau des provinces, qui doivent en principe faire les liens avec ce qui se passe au niveau du pouvoir central. Il faut regarder pour éviter à ce que, si le gouvernement construit des écoles en province, ça veut dire que les gouverneurs aient aussi construit des écoles. Vous avez aussi des écoles qui sont construites par les entreprises minières, surtout pour les provinces à vocation minière. Il faut regarder, est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Est-ce que c'est pas les surfinancements comme on appelle? Donc, c'est ça que nous faisons au niveau des CREFDEL. Il faut faire la clé de répartition. Est-ce que tous les bailleurs ne vont pas vers le même secteur? Je crois que je vais revenir sur ça, parce que nous avons constaté ça au niveau des provinces. Il y a chevauchement des projets? Effectivement, il y a chevauchement des projets. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le FMI, vous avez la BAD qui... Il n'y a pas une bonne coordination au niveau de l'État congolais pour orienter les partenaires? C'est ce que nous disons, il y a un problème d'alignement des projets. Vous avez tous les projets, tous les bailleurs viennent, nous voulons financer à l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut financer? On vous impose les écoles. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on ne construit pas déjà des écoles? De l'autre côté, il n'y a pas de route. Mais pourquoi le gouvernement acquiesce à votre avis? Juste pour avoir des financements, faire autre chose avec? Ou pourquoi ils acceptent que les partenaires financent un projet qui est déjà financé? C'est parce que nous n'avons pas un cadre clair de politique publique, ça n'existe pas. On a le fameux plan national de développement qui est là, mais au niveau des sectoriels, il n'y a pas de stratégie. Quelqu'un qui vient avec des financements, il vous impose parce qu'il ne voit pas qu'est-ce que vous vous proposez. On n'a pas de projets qui sont très bien élaborés, susceptibles de recevoir des fonds. Ça n'existe pas parce que nous avons beaucoup travaillé avec des ministères clés. Nous constatons cette faiblesse-là au niveau des ministères. Je donne le cas du ministère des ITPR. On alloue beaucoup d'argent aujourd'hui. La Banque mondiale vient avec des projets, l'Union européenne. Sicomine, ainsi de suite. Chacun vient avec son projet, avec des itinéraires déjà bien tracés en amont. On vient, on discute avec le gouvernement. Le gouvernement vient tout simplement avec une petite liste là des tronçons à réhabiliter. Mais il n'y a pas une politique claire qui détermine des indicateurs à atteindre à court, à moyen et à long terme. Ça n'existe pas. On revient sur le projet, on commence par la méthodologie. Parce qu'on veut faire comprendre qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Et vous l'avez fait pendant combien de temps pour aboutir à ce rapport? Nous avons fait d'abord, je peux dire que le programme ici, nous l'évaluons depuis 2022. C'est depuis 2022 que nous suivons de près ces programmes. Nous avons déjà publié 2 rapports. Mais cette fois-ci, c'était pour aller vérifier toutes les déclarations des entreprises. Ça veut dire que des agences d'exécution, notamment le PNUD, la CFF et les BCECO. Mais ici, nous avons pu se regarder 2 volets. Les volets PNUD et les volets BCECO, notamment, on était dans le Congo central, le Kasaï, dans la province du Kwango et dans la province du Kwilu. C'est là où on a été. Maintenant, comment nous avons travaillé? Nous avons tout justement répertorié 20 territoires à travers les 4 provinces. Et nous avons fait les choix de manière aléatoire. 20 territoires sur combien de territoires dans l'ensemble? C'est sur 40 de territoires comme ça. Et nous avons pris un échantillon de 20, mais nous avons choisi une centaine d'infrastructures que nous avons sélectionnées, notamment des écoles, les centres de santé et aussi les bâtiments administratifs. Et là, comment nous avons travaillé? Nous n'avons pas travaillé directement avec, comme on nous reproche toujours, non, il fallait rencontrer par exemple les directeurs, l'administrateur du territoire, la division provinciale, il faut aller. Non. Nous sommes allés voir les administrateurs du territoire. C'est avec eux, parce que nous pensons que c'est l'administrateur du territoire qui est l'autorité directe avec qui nous devions interagir. Et nous les avons rencontrés. On a été jusqu'à Kamonia. Nous avons été là. Nous avons été également à Massimanimba. Nous avons été à Songololo, à Mwanda. Partout, nous avons rencontré. À Chikapa, moi j'ai lu le rapport. Chikapa, on a été là. On a visité tous ces gens-là. Et aussi, au-delà des administrateurs du territoire,
Nous avons rencontré les bénéficiaires directs. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour les centres de santé, on voit l'infirmier titulaire du centre de santé. S'il y a un médecin affecté, on rencontre les médecins affectés à ce centre de santé. Au niveau des écoles, les directeurs de l'école. Nous avons échangé avec les directeurs de l'école, des chefs d'établissement, et ainsi de suite, et même des élèves et des enseignants avec qui nous avons échangé. L'autre approche était aussi de rencontrer les organisations de la société civile, parce que ces organisations de la société civile avaient été consultées par le PNUD et la CFF lors de l'élaboration de tous ces projets-là. Et à la fin, nous sommes revenus, nous avons rencontré le FMI, qui est le financier principal de ces programmes. Nous avons également écrit pour obtenir des commentaires à ce rapport, au PNUD et à la CFF. Parce que nous, on ne publie pas comme ça. Parce qu'il y avait des faits, et ces faits méritaient à ce que... Et le gouvernement, dans tout ça, vous les avez contactés? Nous avons écrit dans toutes les correspondances. Madame la Première ministre était tout le temps copiée, le ministre des Finances tout le temps copié, et le ministre du Plan, qui est le coordonnateur principal de ces programmes, était tout le temps copié, et tout le monde est informé de ce travail ici. Donc personne ne viendra dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce rapport qu'on va commencer tout de suite à décortiquer. On commence. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez voulu savoir concernant ce programme? Qu'est-ce que vous avez voulu savoir pour essayer de pondre, ou j'allais dire d'élaborer ce rapport? Effectivement, madame, vous savez que au mois d'août 2023, le gouvernement a réceptionné plus de 300 ouvrages dans le cadre de ces programmes ici. Comme vous le savez, vous êtes journaliste, le ministre de l'Information et de la Communication en avait même fait largement écho. Qu'est-ce que nous avons fait? Étant donné que nous disposions déjà des statistiques et des montants de décaissement, nous sommes allés, vérifier. Si on dit par exemple qu'une école équipée coûte 265 000 $, nous sommes allés vérifier d'abord, la qualité des bancs fournis, la qualité du bâtiment, et regarder est-ce que ces gens qui occupent ces bâtiments sont dans de bonnes conditions. Parce que l'idée avec le PEDEL, c'était de faire en sorte que la population ou l'élève qui est à Tchikapa et l'élève qui est à Kinshasa étudient dans les mêmes conditions. Est-ce que la qualité de l'énergie solaire qu'on a installée répond au montant décaissé? Et au niveau des centres de santé, nous sommes allés vérifier. Est-ce que les centres de santé ont été équipés? Est-ce que les femmes accouchent dans de bonnes conditions? Est-ce que l'hospitalisation de la femme, parce que la majorité des centres où on a vérifié, c'est la gratuité. Est-ce qu'il y a des équipements de qualité? Tout ça, on a vérifié. Au niveau des bâtiments administratifs, il fallait vérifier si les services de l'État est bien installé et les équipements qui ont été fournis à l'administrateur, celui-ci est satisfait du bâtiment et ainsi de suite. Donc, la question de la satisfaction des besoins, mais aussi voir est-ce que ce ne sont pas des projets qu'on est en train de dupliquer sur le terrain. Comme on l'a dit tout à l'heure, chevauchement. Mais on commence dès les débuts. Les débuts, c'est au niveau de la passation de marché. Est-ce que le cadre réglementaire des marchés publics a été respecté dans le cadre de ce projet? Ça, c'est un grand problème. Le cadre réglementaire dans le cadre de ce programme a été bafoué. Je donne l'exemple. Le cadre réglementaire de marché public établit les cellules de gestion des projets et des marchés publics. Ça veut dire que chaque service public, chaque ministère dispose à son sein une cellule de gestion des projets et des marchés publics. Et dans la loi des finances, si vous regardez le PEDEL, dans la loi des finances, déjà chaque secteur, santé, éducation et bâtiments publics, dispose déjà des crédits qui sont affectés à ces ministères-là. Ça veut dire que ce sont ces ministères qui devraient, en principe, piloter ces programmes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé créer des organismes ad hoc. Notamment, on donne au PNUD. Mais le PNUD existe déjà, on ne l'a pas créé. Le BCECO existe. Ça veut dire que, je parle de création, ça veut dire qu'on a alloué, c'est juste le parallélisme pour montrer que ce n'est pas des organismes attitrés. Ce sont des trucs qu'on a juste pris les montants, comme il y avait. Mais le PNUD, on va arrêter. Le PNUD, le BCECO exécute déjà beaucoup de projets. Effectivement, je vais revenir sur ça. Le BCECO, la CFF, ce sont des organes dupliqués. Dupliqués pourquoi? Parce que ces organes jouent le rôle des cellules de passation des marchés publics qui sont au sein de ces ministères-là.
Ces organismes ne peuvent pas exister parce que, je prends le cas de la CFF. La CFF a été créée tout juste parce que le ministre La des Finances, CFF, ça veut dire? C'est la cellule d'exécution des projets des États fragiles. Ça veut dire qu'ils exécutent des projets des bailleurs de fonds avec les BCECO, qui sont sous tutelle du ministre des Finances. Le ministre des Finances récupère des projets, qui est les responsables numéro 1 de ces ministères, alloue ces projets-là à ces services décentralisés pour que ces derniers puissent exécuter les projets. Là, d'abord, il y a conflit d'intérêts parce que le ministre lui-même a une cellule de gestion des projets et des marchés publics. Si le ministre veut exécuter le projet, il doit recourir à une cellule de gestion des projets et des marchés publics. Il ne peut pas recourir ni au BCECO, ni à la CFF pour exécuter le projet. La loi interdit ça. Deuxième élément, on va donner de tels projets l'argent public au PNUD. Le PNUD ne peut pas être contrôlé ni par la Cour des comptes, ni par l'IGF. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes, le PNUD a signé une convention qui date, je crois bien, de 1949 avec l'État congolais où son personnel bénéficie des immunités. Ils ne peuvent pas être contrôlés. Aujourd'hui, par exemple, la situation qui se passe dans la province du Kasaï, où il y a 0 infrastructure livrée, mais l'État a livré, a donné beaucoup d'argent. Non, ne nous dites pas ça. Non, ça c'est vrai. Non. C'est vérifiable. Non. Si vous allez à Tchikapa, vous allez vous trouver qu'un seul bâtiment qui est déjà construit et qui est arrivé vers la fin. Zéro bâtiment livré. Que ce soit en termes d'école, en termes de centre de santé, en termes de... Sur les 69, 0 bâtiment livré au gouvernement. Dans le Kasaï, c'était 69 ouvrages que le PNUD devrait livrer à l'État congolais. 0 ouvrage livré. Pendant combien de temps comme ça? Ils avaient combien de temps? 6 mois. Et en 6 mois, 0. Depuis 2022, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc, nous avons déjà dépassé 2 ans. Aucun ouvrage livré. Cette situation aujourd'hui, est-ce que l'État est à mesure d'envoyer même la Cour des comptes aller auditer? Non. C'est impossible. Donc, nous sommes dans une situation de blocage. On ne peut pas aller auditer. Pourtant, nous avions des services qui sont là. Vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier au niveau de l'EPST. Nous avons une direction des infrastructures scolaires qui existe. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons aussi une direction qui s'occupe des infrastructures de santé. Ensemble, avec les cellules de gestion qui sont installées au sein de ces ministères, ce sont ces services qui étaient censés implémenter ces projets. On a fait les cafouillages. Aujourd'hui, c'est la débandade. Si vous allez à Mouéka, vous arrivez à Mouéka, les gens pleurent. Nous échangeons avec nos amis qui sont à Mouéka. Il y a des écoles qui sont abandonnées. Il y a par exemple le complexe scolaire Laurent Désiré Kabila est abandonné. Il n'y a plus rien. Les herbes ont même poussé à l'intérieur du bâtiment. Tout est abandonné. L'entreprise qui était censée exécuter les travaux. Aujourd'hui, le PNUD dit c'est l'entreprise. Mais non, pour nous, les titulaires du marché, la responsabilité incombe au PNUD. Parce que c'est le PNUD qui a signé une convention avec l'État congolais. C'est le PNUD qui est reconnu au niveau de l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit prendre ses responsabilités aujourd'hui, récupérer tous les fonds qu'on a alloués au PNUD pour que la population de Mouéka, la population de Tchikapa, de Dekese, puisse jouir de ces infrastructures. Donc, par rapport à ce premier élément, c'est-à-dire on peut dire que le cadre réglementaire de marché public n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Mais vous avez pris quand même 2 ans pour le... on a pris 2 ans, quoi, pour savoir que ce cadre réglementaire n'a pas été respecté. Peut-être au niveau de la presse, mais nous, on le dit toujours. On le dit toujours que le cadre réglementaire n'a pas été respecté. Si, par exemple, les prémices sont fausses, les conclusions vont également être fausses. C'est ça, au moins, le vrai problème. Si on avait laissé le ministère de l'EPST, le ministère de la Santé, le ministère des ITPR, travailler avec leurs cellules de gestion des projets. Mais vous connaissez la lourdeur de nos administrations. Non. Ces gens ont été très bien formés. De nos ministères. Moi, j'ai aujourd'hui plus de 10 ans, je travaille avec ces services-là. Nous avons au Congo des services capables d'exécuter ces travaux. Est-ce que c'était pas aussi... Mais est-ce que c'était pas aussi pour éviter justement le détournement? S'il y en a eu, on le verra tout au long de cette émission. Est-ce que c'était pas pour mieux quadriller le financement de ce projet et avoir de résultats? C'est aussi ça? Non, moi je pense pas que c'est ça. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous sommes en difficulté. On était en train de préparer, on doit interpeller qui dans le cadre de ces programmes? On est en difficulté. Parce que si on interpelle le ministre du Plan, le ministre du Plan dira, moi je suis le coordonnateur, allez voir le ministre des Finances.
Si on interpelle le ministre des Finances, parce que le ministre des Finances exécute ces programmes à travers ces deux entités, la CFF et le BCECO. Est-ce que le ministre des Finances va aujourd'hui répondre? Ça pose énormément de problèmes. On est en difficulté d'interpeller le PNUD. Vous voyez dans quelles conditions on nous met aujourd'hui? Si on interpelle le ministre de l'EPSP, le ministre de l'EPSP vous dira, moi je n'ai qu'un cadre de collaboration tout simplement. Je ne suis pas au courant de ça, de la qualité. Or, c'est le ministre de l'EPSP par exemple, qui édicte les normes en termes de construction des écoles. Mais l'exécution, c'est d'autres personnes qui le font. Donc, par rapport à ce programme, vous êtes en train de nous dire que personne n'est rédévable devant la population. Ah, effectivement. C'est ça. Pour l'instant, c'est pratiquement les désordres. Mais c'est un programme du gouvernement. Quelqu'un doit devoir répondre à cela. Mais oui, mais parce que ce qui se fait sur le terrain, nous avons des courriers. Si vous lisez les courriers que nous avons écrits, par exemple, à la CFF, pour nous expliquer pourquoi, par exemple, on n'a pas livré les équipements au niveau des centres de santé. Pourquoi il y a des fissures aujourd'hui qu'on constate au niveau de certains bâtiments. On vous dit, ce sont les entreprises. Or, ces entreprises-là n'ont pas signé un contrat avec l'État congolais. Ce sont ces entités étatiques qui ont signé directement les protocoles d'accord avec l'État congolais. Donc, nous sommes dans un système de cafouillage. C'est pourquoi nous pensons que ce programme connaît beaucoup de problèmes. Et pourtant, on a dépensé beaucoup d'argent. On était déjà en train de parler des délais de travaux. Vous avez cité quelques écoles dans la province de Kasaï, ou des ouvrages, beaucoup d'ouvrages dans la province de Kasaï qui n'ont pas été livrés. Donc, il se pose déjà aussi un problème dans le délai de l'exécution de ces travaux dans le cadre de ce programme. Oui, ça pose énormément un problème de délai parce que nous avons visité. On nous dit non, écoutez, c'est un problème, par exemple, dans les Kasaï, c'est un problème d'accès. Oui, nous sommes d'accord parce qu'il y a des endroits où nous avons pris aussi la moto. Mais nous ne pensons pas que le délai devait dépasser jusqu'à 2 ans pour ne livrer ne fût-ce qu'une école. Ne fût-ce qu'une école. On ne sait pas. Une école de combien de classes comme ça? Combien de salles? Une école de 6 salles de classe. Non. Une école de 6 salles de classe. Une école de 120 bancs. C'est 120 bancs, 6 salles de classe, un bâtiment administratif juste un bureau du directeur de l'école. Puis c'est un petit local qui servirait des réunions pour les enseignants, c'est ça. Des écoles que le service national construit, bon, voilà, en quelques mois. Mais... oui, je vais revenir sur ça. Vous voyez une école de 6 salles de classe, on dit, écoutez, on équipe 120 bancs à $30 000. Oui, mais oui, c'est justement ça, on parlait de délai, donc des délais. Oui, $30 000. Madame, nous avons calculé. Il y a des bancs aujourd'hui qui coûtent $50. Les services nationaux aujourd'hui, avec ces bancs-là, cette qualité de bancs, c'est autour de $100, $80 que vous pouvez trouver facilement. Mais lorsque nous faisons les calculs sur le terrain, le PNUD, au niveau des Tikapa, on nous dit non, nous équipons une école à $30 000. Nous avons fait les calculs. Pour nous, le coût total des bancs, c'est $6 000. Et si nous y ajoutons... Combien de bancs comme ça, 6 000? 120 bancs. Calculez $50 multiplié par 120 bancs, c'est $6 000. Et eux, c'est 30 000. C'est $30 000 pour équiper une petite école comme ça de 6 salles de classe. Et ces écoles-là, il n'y a pas de carreaux. Il n'y a pas de carreaux. Et ces écoles-là, si vous regardez, il n'y a pas de gouttières. Il y a des fissures aujourd'hui. Si vous vérifiez, même des écoles qui sont livrées par la CFF, il y a des fissures. Le mélange de ciment, la qualité est médiocre. Ce ne sont pas des écoles aujourd'hui qui peuvent décomplexer nos frères qui sont au niveau des provinces. Si vous allez à Massimanimba, l'école, par exemple, l'école primaire Lukula, on n'a pas vérifiez, ceux qui sont à Massimanimba, allez vérifier et répondez-nous. On n'a pas mis les murs de soutènement derrière les bâtiments administratifs. Derrière les bâtiments qui servent de bureau du directeur. Lorsqu'il pleut, le sable et l'eau se déversent dans les bureaux. C'est très difficile. Il n'y a pas de gouttières, il n'y a pas de canalisation. On vous entend parler, c'est comme si rien n'est fait par rapport à ce programme. En tout cas, dans les provinces que... Les bâtiments sont là. Nous avons vu des bâtiments. Nous avons vu des bâtiments. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les bâtiments. Mais pas partout, parce que là, dans le Kasaï, vous avez dit zéro. Tout est en chantier. Là, c'est 0 livré. Vous n'avez vu aucun bâtiment. Livré. 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 Mais en construction? En construction, d'autres abandonnés. Tels que dans les territoires de Moueka, les infrastructures sont abandonnées. Là, il n'y a rien n'avance jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez 35 au niveau, 34 bâtiments qui devraient être livrés dans les Kasaï, n'ont jamais connu un début de travaux. N'ont jamais connu un début de travaux. 2 ans après, là avec le PNUD. Dans la zone CFF, nous avons évalué le niveau des livraisons à 65%. Là, le problème ne se pose pas au niveau de bâtiments. Nous avons vu des bâtiments de la CFF, mais le problème, c'est la qualité.
Qu'est-ce qu'on a livré en termes de durabilité de ces bâtiments-là? Mais il y a une sorte de contre-expertise qui passera après la livraison. C'est comme ça que ça se fait, non? On nous a dit que ils ont fait ce qu'on appelle la livraison technique. Et l'évaluation, c'est dans les 12 mois. Nous avons échangé avec les experts de la CFF, notamment à Kenge, qui ont expliqué tout ça. Mais le vrai problème, c'est que, est-ce qu'on va détruire ces bâtiments pour reprendre à zéro? Qu'est-ce qu'on va corriger? Si vous allez à Bibodi, c'est dans les territoires de Massimanimba, le centre de santé Bibodi, vous allez constater que la fondation et l'élévation, il y a un écartement. L'eau se déverse dans le bureau de l'infirmier titulaire. On va casser le bâtiment ou bien on va corriger comment? C'est ça le problème. Vous n'avez pas de mur de soutènement. Les bâtiments sont construits sur un terrain qui est accidenté. Lorsqu'il pleut, je vous dis que c'est compliqué. Nous avons des images qui existent, qui sont là, que nous avons mis sur nos plateformes de réseaux sociaux, qui sont là, qui démontrent clairement que, effectivement, les bâtiments sont là. Mais ces bâtiments vont, de temps en temps, se détériorer. Parce que la qualité n'a pas été la meilleure. Venons-en à ce qui importe, ce qui est quand même important, c'est le budget. Le coût global de ce programme est de combien? Le coût global du volet 1, parce que c'est ce que nous avons évalué, c'est 511 millions de dollars. C'est ce qui était prévu. Financé par le FMI. Le FMI, 100%. Dans le cadre de son programme élargi. Oui, effectivement. En 2021-2022. Le FMI a décaissé la totalité de ce fonds-là. On a mis ça à la disposition du gouvernement. Et le gouvernement, de son côté, a décaissé la totalité, j'ai dit. Or, en marché public, on ne décaisse pas la totalité. Il faut l'avance de 30%. C'est ce que dit la loi. Si, par exemple, les titulaires du marché estiment qu'il est en difficulté de mettre en œuvre, il peut solliciter une avance de 30%, jusqu'à 30%. Mais ici, le gouvernement a donné la totalité des fonds. Et ces fonds ici n'est pas mouvementé au niveau de la Banque centrale du Congo. Et on a créé des comptes parallèles, des comptes, par exemple, avec le PNUD, c'est Ecobank, c'est Sofibank, tout ça, de l'argent, c'est à ce niveau-là. Et c'est là où on manipule les fonds. Et ces fonds, lorsqu'on les manipule autour de ces banques-là, les circuits de la dépense publique n'est pas en mesure de capter le volume réel de dépenses. Pas de traçabilité. Pas de traçabilité. Donc, possibilité. Non. Probabilité de détournement. Effectivement. Si vous regardez les rapports de reddition des comptes 2022-2023, on n'est pas en mesure de justifier sur les 511 millions de dollars, d'abord, on a justifié que 9 millions. Non. Qui est retracé dans la reddition des comptes. Et au niveau de l'Assemblée nationale, je me souviens, il y avait un débat au mois d'octobre, qu'il y aurait une mission de sur 500 000, sur 500. Sur 500, plus de 500 millions. Millions. Débloqués par le FMI. Oui. On a justifié que 9 millions. 9 millions qu'on a justifié, qui se trouvent dans la reddition des comptes, parce que c'est le document qui fait foi aujourd'hui. Si quelqu'un nous dit non, nous avons des rapports, mais vous devrez transmettre ces rapports-là à la reddition des comptes, parce que c'est la reddition des comptes qui rend compte à la population à travers le Parlement. Est-ce qu'à cet instant précis, avant de continuer, on peut parler de détournement de l'argent destiné au PDL 145 territoires? Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Pour être clair, le terme approprié, c'est l'absence de traçabilité, il y a l'opacité. Donc pas de transparence. Pas de transparence pour le moment, parce qu'il faudrait qu'il y ait des audits qui devaient déterminer les degrés de détournement. C'est ça. Parce que pour nous pensons que ces infrastructures ont été surestimées en termes de coûts. La qualité de Il y a encore une surfacturation. Effectivement. La qualité de l'ouvrage présente des écarts importants avec les montants décaissés. On nous dit par exemple, une école de 6 salles de classe, c'est 265 000 $. C'est 280 000 $ sur le terrain. Si vous regardez 6 salles de classe, 280, ça fait mal au cœur. Nous avons visité les centres de santé, construits. Les centres de santé, par exemple, le programme dit que la maternité devait avoir une capacité de 16 lits. Mais nous avons vu une maternité qui devait disposer d'une capacité de 16 lits. Aujourd'hui, on a construit avec une capacité de 6 lits. C'est ce que nous avons vu. Et il n'y a pas d'équipements médicaux. On a tout simplement alloué quelques meubles. Et des meubles de mauvaise qualité, madame. Même vous ne pouvez pas accepter ça dans votre bureau. Vous ne l'accepterez jamais. Parce que ce que nous avons vu, ça fait mal au cœur. Parce que le coût, c'est combien? Plus de 200 000 $ pour des centres de santé des types que nous avons vus, mais qui ne disposent pas d'équipements médicaux. Ça fait mal.
Ça fait mal. Vous parliez, dans votre rapport, vous dites 672 millions de dollars du FMI. Alors que vous venez de dire que le FMI a débloqué 111 millions, si je me trompe. Pourquoi alors ce montant de 672 ou 672 millions? Oui, parce qu'il y a eu débordement. Il y a eu débordement comment? Le FMI, dans la totalité des fonds qui étaient mis à la disposition du gouvernement, surtout des 715 millions qu'on avait donnés pour juste mettre en œuvre des projets d'investissement. Mais dans le décaissement, au lieu d'utiliser au niveau du gouvernement, parce que le FMI nous a dit ceci, nous, on a mis de l'argent à la disposition du gouvernement. Mais nous, on n'est pas responsable de l'utilisation. C'est ce que le FMI nous a dit. Maintenant, au niveau du gouvernement, au lieu d'utiliser les 511, on est arrivé au montant que nous avons retracé là. Le surplus est venu du gouvernement ou du FMI? C'est au niveau du gouvernement. OK. Parce que les 715 devaient couvrir 2 volets. Ça veut dire que au-delà de 511, les 200 et quelques millions devraient déjà servir pour financer le deuxième volet lié à la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Les 38 000 kilomètres qu'on nous parle de temps en temps. Ça devait déjà commencer depuis 2022, qu'on n'a jamais commencé. Et ces fonds-là, on a utilisé ça encore pour le volet 1. Et pourtant, le volet 1 n'est pas achevé jusqu'à aujourd'hui. N'est pas achevé. Et jusqu'à présent, on rappelle, on a réussi, en tout cas selon la reddition de compte que vous venez de dire, on a justifié que 9 millions. 9 millions. Donc les 105 millions, je ne sais pas. Les 500 millions. Et 500. Les 501 millions. Il y a trop de millions dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui, aucun document public, je dis bien. Parce que nous avons 2 documents importants sur lesquels nous vérifions. Il y a d'abord la loi des finances qui prévoit des crédits. Et il y a la reddition de comptes, parce que la reddition de comptes, c'est ce document qui fait foi aujourd'hui à l'opinion, qui est débattu au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, qui valide les crédits que le gouvernement a utilisés. C'est là au moins qu'on devait voir comment est-ce que le gouvernement a dépensé les 511 millions de dollars. Mais aujourd'hui, c'est difficile. On ne sait pas détecter ça. Non, je crois que le gouvernement nous doit quand même des explications. Effectivement. Parce que c'est un projet phare, c'est un projet que tout le monde présente comme le projet, en tout cas, du quinquennat ou de 2 mandats du président de la République, qui va permettre la connectivité de nos provinces, de nos administrations avec les grandes villes. Donc, c'est un projet d'une très grande importance et je crois qu'on nous doit quand même quelques explications, ne serait-ce que pour savoir où est parti l'argent. Est-ce que vous étiez sur ce terrain? Ça, c'est vous avez l'œil d'un expert, vous avez dit tel n'a pas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites, si ce n'est la quasi-totalité. Est-ce que les bénéficiaires eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les bénéficiaires que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ce programme? Bon, premièrement, au niveau des centres de santé d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les bâtiments qu'on a livrés a attiré d'abord la population. La curiosité. La curiosité, oui. D'abord les femmes enceintes qui viennent accoucher. On s'est dit non, écoutez, on était dans de mauvaises conditions, maintenant allons ici là-bas. Nous avons constaté qu'il y a des centres de santé tels qu'à Massamouna 1, dans les territoires du Kwilu, ou plutôt dans les territoires de Massimanimba. Si vous arrivez, le nombre de femmes qui devraient accoucher ont pratiquement augmenté. C'est passé de 200 à 700. Vous voyez déjà les nombres. Le nombre a connu vraiment une très grande augmentation. C'est une bonne chose quand même à mettre à l'actif de ce programme. Effectivement, oui, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, il faut les relever, c'est important. Ça a quand même poussé les gens à venir, tout ça. Au niveau des écoles, les enfants sont assis dans de bonnes conditions. Ça, on est d'accord. Mais le vrai problème, c'est quoi? Une école qu'on vient de reconstruire, qui disposait par exemple de 10 salles de classe, mais le PDL n'a doté que 6 salles. La conséquence, c'est quoi? Là où il y avait ABCD, on va fusionner tous les enfants, tous les élèves dans une salle de classe. Au lieu que dans une salle de classe, on dispose de 50 élèves, la conséquence, on est à 90, on est à 100. Les élèves restent installés voire même à même les sols. Vous voyez, c'est ça la conséquence. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a eu un problème d'étude de base, l'étude des besoins. Ça n'a pas été très bien ficelé. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez des territoires, des entités telles que à Djouma, la commune rurale de Djouma dans les territoires de Boulungu, province du Kwilu. Si vous arrivez, eux là-bas, ils n'ont pas besoin des écoles, ils n'ont pas besoin des centres de santé. Là-bas, ils disent qu'ils ont besoin des routes. Mais
vous construisez par exemple un centre de santé qui est à moins d'1 kilomètre d'un hôpital général de référence. À quoi va servir ce centre de santé-là? Ça ne servira à rien parce que la même population, vous avez une population de 100 000 habitants là-bas, et à côté de ce centre, de cet hôpital général de référence, il y a déjà un autre centre de santé qui sert de relais. Mais on vient dupliquer le besoin. Donc ça pose un problème. Si vous allez à Chikapa, au niveau des Camonia, on vous dit ici, nous avons déjà des écoles qui ont été construites par l'UNICEF. L'UNICEF a construit beaucoup d'écoles dans la province du Kasaï. Si vous arrivez, nous on n'en a pas besoin. Nous avons besoin par exemple des routes. Nous avons besoin de l'eau. Il y a Anser qui a électrifié par exemple la cité des Camonia avec l'électricité qui est là. On a discuté avec l'administrateur du territoire qui dit, nous ici, nous avons près de 1500 ménages. Mais l'électricité qu'on nous a installée ne peut desservir jusque-là que environ 500 ménages. Nous pensions que le PDL devait venir continuer la connectivité de ménages. Non, mais nous pensions effectivement en amont que le PDL, avant le lancement, la mise en application de ce projet, avait effectivement fait un travail de terrain pour connaître les besoins de ces populations. Madame. Le développement local a ses principes. Lorsqu'on amorce le développement local, ce sont les dynamiques sociales qui décident de leurs priorités. Et les priorités ne peuvent pas être exécutées à Kinshasa. Les priorités doivent être exécutées là-bas en province. Les entreprises minières font ça. Quelques entreprises font ça. Effectivement, les entreprises minières le font de manière transparente. Elles le font. Nous pensons que le PDL ne pouvait pas être exécuté à Kinshasa. Le PDL devrait être repensé également pour devenir le programme de développement des entités territoriales décentralisées. Pourquoi? Parce que les territoires ne disposent pas d'autonomie financière. Les territoires ne disposent pas d'une personnalité juridique. Les territoires ne peuvent pas débattre de l'argent parce que dans le cadre de la configuration congolaise, ce sont les entités qui disposent de l'autonomie financière. Et il fallait prendre cet argent, donner à la Caisse nationale de péréquation, qui est l'organe attitré, qui devrait servir de maître d'ouvrage au niveau des provinces, renforcer les capacités des entités, renforcer les capacités des services locaux. Aujourd'hui, madame, le PNUD qui a recruté des gens en province, si le PDL s'arrête, mais ces gens rentrent à Kinshasa. Mais si on allait prendre cet argent, parce qu'il y a un volet renforcement des capacités, on allait renforcer les capacités de nos frères qui sont à Moueka, de nos frères qui sont à Kamona, de nos frères qui sont à Boulungu, de nos frères qui sont éparpillés ainsi de suite, qui travaillent dans des conditions, dans de mauvaises conditions. On les renforce en capacité. Les stabiliser. Les stabiliser, tout ça. Parce que, madame, il y a quelque chose que les gens ne parlent pas. Dans le fonds qu'on a décaissé, il y a 7% de rétrocession à ces entités-là qui exercent, qui exécutent. Attendez, oui, 7% madame. de rétrocession avec BSECO, PNUD, même le PNUD. Le PNUD aussi a 7%. De rétrocession. Oui, si le PNUD a, par exemple, 180 millions de dollars, le PNUD a 7%. Calculez les 7%. Mais c'est prévu dans la convention. C'est prévu dans la convention. Mais nous pensons que si les 7% devaient revenir aux entités territoriales décentralisées, madame, si vous arrivez aujourd'hui dans la commune rurale de Djouma, j'ai été reçu par le bourgmestre. Vous avez les larmes aux yeux. Ce monsieur-là s'est débrouillé lui-même pour faire fonctionner les services publics. Mais ce monsieur-là, qui travaille, il agit au nom du président de la République. Les actes qu'il pose, c'est au nom du président de la République. Dans quelles conditions le met? Cette entité-là, pour résoudre les problèmes de la population, l'entité n'a que 3 000 $ comme fonds d'investissement annuel. Mais le PDL alloue, par exemple, pour un territoire, autour de 3 millions de dollars, autour de 4 millions de dollars. Si nous prenons, par exemple, un territoire qui a 5 secteurs, vous prenez 3 millions de dollars, vous divisez par 5 secteurs, madame, et vous prenez 200 000 $, les secteurs s'organisent, définissent ses priorités, définissent le mécanisme de gestion, ainsi de suite, encadré par le pouvoir central. Madame, on aurait plus de résultats que ce que nous avons vu sur le terrain. Parce qu'une école qui coûte 200 000 $, mais le secteur est en difficulté d'avoir un budget d'investissement même de 10 000 $. Monsieur Valérie Madianga, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'au regard de tout ce que vous venez de nous dire, que le programme 145 territoires est un fiasco?
Du moins dans les provinces les provinces qui ont fait l'objet de votre évaluation, de votre rapport. Effectivement, c'est ça la conclusion. Parce que nous avons vu des administrateurs du territoire se plaindre. Se plaindre pour dire, écoutez, regardez les bureaux là où on m'a installé. À Massimaniba, madame, il y a 7 ordinateurs qu'on a livrés. Les 7 ordinateurs, aucun ne fonctionne. Aucun ordinateur ne fonctionne. Si vous allez en Banzangungu, l'imprimante qu'on a installée ne peut même pas imprimer une page. Pourquoi? Si vous regardez la capacité de l'énergie solaire qu'on a installée, quelqu'un m'a dit quelque part que c'est 10 000 $. Nous les avons évalués. Nous-mêmes au bureau, nous venons d'installer les panneaux solaires. Mais ce que nous avons vu, c'est en deçà même de 5 000 $. Ce n'est pas à mesure d'alimenter même une imprimante. Ce n'est pas à mesure l'administrateur du territoire de Massimaniba. Je ne sais pas, madame, si vous connaissez, il y a des imprimantes, par exemple, qu'on appelle LaserJet, de 20-23. Ne peut imprimer que 50 pages. Et après, c'est fini. 50 papiers, après, c'est fini. Vous devez en principe déclasser la cartouche. C'est ce que nous avons vu à Massimaniba. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui était prévu aussi? Parce qu'ils ne peuvent pas donner les matériels. Le problème, ce n'est pas ce qui est prévu. Le problème pour nous, c'est d'évaluer la qualité de ce qui est livré et les montants décaissés. Ça ne collabore pas, madame. Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement? Aujourd'hui, les projets, comme je venais de le dire, les programmes doivent être repensés. Nous avons encore une autre opportunité, rien n'est tard. L'argent est déjà parti. Le FMI nous donne encore une opportunité dans le nouvel accord où nous aurons des... Non, il faut d'abord qu'on nous dise, on a décaissé que 9 millions. Ça, c'est un. Il faut qu'on nous dise. Ça, c'est la première option que nous avons d'abord proposée. Ça veut dire qu'on doit repenser, on doit mettre fin à cette histoire. Est-ce qu'on ne doit pas d'abord suspendre pour qu'on puisse voir clair? Ça, c'est le volet de... Non, mais ça doit être le volet 1, qu'on suspende un peu pour voir clair, en tirer au clair cette histoire. Aujourd'hui, il faut une suspension totale de tout ce qui est fait. Madame, vous savez que aujourd'hui, il y a une entreprise dans la province de Maïndombe qui a porté plainte contre la CFF. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Parce que c'est le fiasco au niveau du territoire de Koutou. Nous avions ces informations-là depuis 6 mois. Depuis 6 mois, ce qui se passe dans les territoires de Maïndombe. Même si nous n'avons pas effectué le travail là-bas, les entreprises nous ont appelés. Nous sommes en train de continuer les investigations. Le moment venu, lorsque nous aurons toute la documentation nécessaire, je crois que vous aurez la primaire de ces informations-là. On doit mettre en terme à tout ce qui se passe aujourd'hui. On doit récupérer tous les fonds qu'on a décaissés, qu'on a mis à la disposition, et de la CFF et de PNUD. On doit fermer cette histoire de la CFF. Et laisser le BSECO? Le BSECO, nous n'avons pas travaillé, nous ne voulons pas trop parler de ça parce que nous n'avons pas travaillé sur le BSECO. Mais nous pensons... Et d'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas voulu travailler sur le BSECO? C'est le problème de moyens. Ce n'est pas un problème de volonté, mais c'est un problème de moyens parce qu'il fallait aller juste dans des provinces où le BSECO a mis en œuvre des projets. Nous ne voulions pas émettre des avis à Kinshasa, faire endosser à une grande institution comme ça. Ce n'est pas bon. Nous avons voulu être réalistes. Il faut mettre fin à cette histoire. Parce que le président de la République a dit qu'il faut mettre fin, qu'il faut, comment on appelle les termes, réduire les trains de vie des institutions. Oui. Mais vous avez la CFF qui joue le même rôle que le cellule de gestion des projets et des marchés publics qui sont au niveau de la santé, de l'éducation et au niveau des ITPR. Il faut mettre fin à cette histoire qui bénéficie des millions de dollars. Parce que le ministère des Finances a voulu tout simplement mettre quelques béquilles à côté pour à qui le ministre donne de l'argent. Madame, vous entendez même à Kinshasa ici, les infrastructures, les routes. Aujourd'hui, les routes, l'argent, c'est le BSECO qui manipule. Le ministre, c'est ce que nous disons, c'est le conflit d'intérêts. Le ministre des Finances justifie les fonds. Le ministre des Finances ne peut pas exécuter les projets. Il faut laisser ces projets-là être exécutés par des entités qui ont reçu mandat de l'autorité publique. Le ministère des Finances, c'est l'argentier national. C'est lui qui donne de l'argent. C'est lui qui justifie après, qui demande, donnez-moi les pièces pour que moi je justifie. Mais lui-même commence aujourd'hui à exécuter à travers le BSECO et à travers la CFF. Ça pose énormément de problèmes, de transparence, mais aussi de la crédibilité de ce qui est en train d'être fait. Le programme PDL 145 territoires manque de transparence. Un programme dont la gestion devient de plus en plus, apparemment, on vous entend parler, a toujours été opaque. Parce que franchement, quand j'entends sur 511 millions de dollars, on arrive à justifier que 9 millions de dollars.
Si ça ne sent pas l'odeur de détournement, alors ça sent quoi? Excusez-moi, je vais vous poser la dernière question. On va revenir à la première question que je vous avais posée. 692 millions de détournements de dollars du FMI, opportunité de développement ou enrichissement illicite. C'est quoi la réponse? Non, mais le projet est une opportunité d'enrichissement illicite. Parce que des écarts sont très, très importants sur le terrain, madame. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une école de 6 salles de classe, avec 120 bancs, les équipements de 120 bancs, soient achetés à 30 000 $. Donc, du coup, il faut que la justice puisse... Il faut que la justice y travaille. Il faut que la justice doit s'y mêler dans cette affaire. Parce que nous avons transmis également notre rapport au niveau de la Cour de cassation. Au niveau du premier président, nous lui avons transmis les rapports. Et là, vous êtes dans l'attente à ce qu'il... Nous sommes à l'attente. Nous sommes à l'attente. Si on nous dit, venez, nous allons venir. Il y a trop de cafouillages, madame, parce que votre émission, nous courons derrière le temps. Il y a trop de cafouillages, madame. Parce que vous avez, on vous dit, les projets devaient, les marchés devaient être effectués sur appel d'offres national, mais le Premier ministre signe les actes comme si les marchés avaient été effectués par appel d'offres international. On parle de l'actuel Premier ministre. Hein. Non, vous le connaissez, je ne vais pas citer le nom. Bah non, il faut... Vous le connaissez, c'est 2022-2023. Ah, ok. Vous le connaissez, c'est lui qui a exécuté tout ça, qui a signé. Les documents sont là. Il est président du Sénat. L'actuel président du Sénat. Il a signé des documents. Je crois qu'on l'a mis sur une mauvaise pente. Il a signé des documents parce que le plan de passation des marchés publics dit qu'on devait effectuer l'appel d'offres national. Mais il signe, il approuve le marché. Dans les libellés, il dit que ce marché a été effectué par appel d'offres international. Donc tout a été biaisé, vraiment, je le répète, dès le départ. Dès le départ, tout a été biaisé. Aujourd'hui, nous avons un problème, comme je l'ai dit, des coûts, la qualité des ouvrages livrés à la population et les coûts des fonds et les fonds que l'État a décaissés et mis à la disposition des agences d'exécution des programmes. Dans la foulée du rapport que vous avez publié récemment, donc le 16 mai dernier, vous venez de lancer une autre campagne. Parlez-nous, c'est de quelle campagne il s'agit? Cette campagne ici, c'est pour attirer l'attention de l'autorité. Il s'agit de quelle campagne? L'intitulé de la campagne? Mon argent, ma responsabilité. Cette campagne vise à attirer l'attention parce que ça fait aujourd'hui 2 ans que nous sommes en train de travailler sur les infrastructures. Nous avons constaté que, si je peux dire, c'est 80% des investissements publics. Aujourd'hui, le président alloue aux infrastructures. Mais si nous regardons, on a eu 100 jours, on a eu Tilégil, on a eu PDL 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons à Kinshasa, on parle de l'interconnexion des communes. Hier, on a décaissé, j'apprends que 40 millions de $. On a eu zéro tout, où il y a eu 26 millions de $. Pour arriver ici, nous-mêmes, nous devions contourner pour arriver et répondre à votre invitation. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux de planification. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne pour demander à ce que, plus jamais ça, nous pensons qu'il faut une programmation préalable. Vous avez des centaines de millions de $ qu'on décaisse juste pour des projets d'urgence, des marchés de gré à gré. Ah ouais, ici tout est urgent, tout est urgent. Or, nous avons tout le temps. Ce qui est urgent ne l'est pas vraiment. On a tout le temps de planifier. L'autorité budgétaire pouvait en débattre calmement. Et l'argent sort sur une programmation à court, à moyen et à long terme. Mais nous sommes en train de patauger. C'est pourquoi nous pensons que notre campagne peut réveiller l'État, peut réveiller le président de la République pour que ce dernier voit d'abord les fonds qui ont été déjà décaissés, que la justice également fasse son travail. Et puis que la population puisse s'approprier. S'approprier de tout ça. De tout ça. De tout ça. Parce qu'il en va également de son bien-être. bien-être. Nous revenons sur les mêmes infrastructures chaque mois. Chaque 2 ans. Si vous regardez, ce sont les mêmes écoles qu'on réhabilite. Ce sont les mêmes centres de santé qu'on réhabilite. Ce sont les mêmes hôpitaux qu'on réhabilite. Ce sont les mêmes routes qu'on réhabilite. Aujourd'hui, j'ai pris Elengesa. Elengesa qu'on a construit il y a de cela 1 année et demie. Ça nécessite encore l'argent pour être réhabilité. L'avenue qui quitte, qu'on a livré il n'y a pas longtemps, ça nécessite encore l'argent pour qu'on puisse réhabiliter. À Kinshasa, ici, nous avons un problème. C'est un problème de programmation. C'est un programme de priorisation des besoins. C'est un programme de respect du circuit de la dépense publique. Tous les textes existent. Je pense que l'homme politique congolais devait voir de l'avant pour que la dépense publique puisse servir de la baisse de la pauvreté, mais aussi résorber le chômage.
Merci beaucoup Valérie Madianga d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, On madame. continue la discussion parce que vous savez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce programme, programme 145, territoire qui compte tant pour de nombreux Congolais. C'était important d'avoir cette évaluation. C'était important de discuter autour de ce rapport que vous venez de publier, mais également brièvement autour de cette campagne que vous venez de lancer. Donc, je vous remercie, Cref Del, d'avoir été de nôtre. Je vous remercie également nos téléspectateurs, internautes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions, laissez vos messages. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit à très très bientôt.